Nous savons combien il est important de préserver sa santé et son corps, mais nous ne savons pas toujours vers qui nous tourner. C'est pourquoi nous avons le plaisir de vous présenter Calaé, la nouvelle plateforme dédiée à votre bien-être que nous venons de découvrir et qui est le sponsor de cet épisode. Calaé met à votre disposition un annuaire de praticiens certifiés, sélectionné après entretien, vérification des diplômes et questionnaire de fiabilité pour près de 40 spécialités de médecine complémentaire. Des rendez-vous sur place ou en téléconsultation sont proposés. Vous trouverez également sur Calaé des produits de bien-être et beauté sélectionnés avec soin sur des critères de traçabilité, de naturalité et de biodisponibilité. Alors, rendez-vous sur www.calae.com, Kalae.com, pour commander vos produits et réserver un créneau. Profitez de moins 15% sur votre premier achat jusqu'au 15 septembre avec le code promo Métamorphose15. Offre non valable sur les prises de rendez-vous. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Auteur, réalisateur de documentaires pour la télévision, organisateur de conférences, méditation, enseignant de yoga, mon invité d'aujourd'hui nous a déjà fait le plaisir de venir partager sur ce sujet qui lui est cher, l'amour. Celui qui brûle les ailes et le cœur, celui qui nous fait déplacer des montagnes sans vraiment toujours que l'on sache pourquoi. Après Brûlant d'amour, qui questionne le rapport à l'amour, son nouvel ouvrage, Burning Love, paru aux éditions Erol, va plus loin. Il prend le lecteur par la main et l'invite à faire une rencontre profonde et sincère avec lui-même, avec nous-mêmes, à travers 200 questions, à la fois intimes et surprenantes. À la clé, la découverte de sa vérité intérieure, une aventure qui ne laisse pas indifférent et qui pourrait même nous aider à toucher du doigt l'amour avec un grand A. Bonjour Jérôme Oliveira. Bonjour Anne. Alors je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans Métamorphose avec ce nouvel ouvrage qui se veut la suite pratique un petit peu de Brûlant d'amour, paru en 2021, que tu étais venu nous présenter. Alors je rappelle le numéro de l'émission, l'épisode 201 de Métamorphose. Mais cette fois-ci, cet ouvrage amène le lecteur à quelque chose de plus pratique envers soi-même. D'où est né le désir de ce livre ? C'est la suite logique, totalement logique de Brûlant d'amour. Et parce que Brûlant d'amour était un essai, une introspection personnelle au sujet de l'amour, jusqu'à l'extase, jusqu'à l'amour inconditionnel, l'amour absolu, celui que l'on ressent et qui nous pénètre et qui nous traverse et qui nous transporte au-delà de nous-mêmes. Mais comment y accéder ? C'était ce que j'ai voulu accomplir, rédiger, transformer pour prendre par la main, comme tu l'as dit, le lecteur et l'amener au plus profond de lui-même et au plus haut de sa vie à travers un chemin qui est personnel et qui vise finalement à guérir tout ce qu'il y a à guérir depuis sa petite enfance, depuis son enfance, tous ces liens qui nous ont fait mal et qu'on a mis de côté, qu'on a parfois oubliés, qui sont devenus inconscients pour vivre et que l'on rejoue finalement dans toutes les relations amoureuses, mais comment amener une forme d'absolu et avec une vision qui est ma vision de l'amour, à savoir l'amour sans souffrance. C'est vrai que d'ailleurs c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que ça existe ? Et puis on y répondra peut-être tout à l'heure. Mais avant ça, j'ai été très surprise par ce livre parce qu'au départ je me suis dit voilà, c'est un petit cahier, on peut se dire c'est un peu anecdotique, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'on rentre presque dans un processus thérapeutique extrêmement profond et j'imagine que j'ai pas encore évidemment répondu à ces 200 questions, mais je me dis le jour où je rentrerai dedans, c'est un véritable chemin initiatique et très intime et très dense, j'imagine que... Est-ce que tu l'as fait, toi, ce travail de refaire au fur et à mesure cette introspection ? Déjà, je l'ai fait au fur et à mesure et je l'ai refait dernièrement parce que j'avais besoin de le faire. Et ce travail, en fait, de rédaction, de structure à travers ce livre thérapie, je l'ai amené, je l'ai conceptualisé
très grand travail de recherche au niveau de tout ce qu'on savait, au niveau thérapeutique, voire spirituel, au sujet de l'amour, toute la documentation qu'il y a de disponible, et puis aussi à travers des rencontres avec des thérapeutes que j'ai pu faire et qui m'ont beaucoup éclairé sur nos fonctionnements et sur ce qui cloche finalement dans notre rapport à l'amour et pourquoi ça fait si mal de souffrir, de souffrir d'amour. Et donc j'ai essayé d'amener ce travail de conceptualisation, ce chemin thérapeutique et ces 200 questions. En réalité, il y a plus de 200 questions, mais avec Joanne, mon éditrice chez Erol, que j'adore, on s'est arrêté de compter à 200 questions. C'est ça, oui, plus de 200 questions, on va dire. Alors ça peut faire peur comme ça, mais là c'est amené avec vraiment des réflexions. C'est pas 200 questions à brûle pour point. Il y a tout un travail vraiment initiatique. Pourquoi toi, ce sujet de l'amour te taraude comme ça? Forcément, tu peux pas éviter la question, Jérôme. Parce que c'est la seule chose qui compte pour moi. Oui. Depuis toujours, je ressens cet amour brûlant en moi, qui a été aussi une cause de souffrance, mais en même temps un élargissement de ma vie, de mon être, une augmentation de toute ma vie. Et je comprenais pas pourquoi autour de moi, le rapport à l'amour est si compliqué, pourquoi il fait tant souffrir les gens, pourquoi les gens se déchirent. Et pire encore, pourquoi les gens se résignent et commencent à se détourner de l'amour parce que finalement, ils ont le sentiment que c'est pas pour eux. Et ils vivent alors une autre vie qu'un chemin de l'amour. Et je trouve ça tellement dommage parce que on passe à côté finalement de ce que je crois être essentiel en la vie, et c'est cette relation à l'amour. Et parce qu'à travers cette relation à l'amour et se laisser brûler d'amour absolu et inconditionnel, finalement on trouve qui on est vraiment, c'est-à-dire cet espace au-delà de soi, au plus profond de soi, ce point dans le cœur qui est vivant de vie et d'amour, et qui finalement est peut-être la seule chose qui échappe à la dualité. Alors c'est vrai que ça me génère 2 questions. La première, c'est est-ce que originellement l'être humain est un blessé d'amour? Est-ce qu'on porte une forme de blessure originelle en nous incarnant dans cette dualité? Justement, par essence même, notre incarnation fait que nous portons en arrivant cette blessure. Je pense que l'être humain est blessé originellement de déchirement. Et sa première déchirure est celle d'être constitué de chair et d'esprit. Et comment réconcilier cela? Et tout va se jouer dans les rapports humains, que ce soit à travers la primo-enfance, même l'espace intra-utérin, le rapport au monde, va se jouer en fait par rapport à cette déchirure intrinsèque qui va être cause de souffrance et qu'on va répéter. Et puis à travers toutes les relations humaines, dès notre primo-enfance, tous les traumas, les frustrations, les blessures, les angoisses, les peurs, les codes sociaux, tout ce qui va se jouer dès l'enfance et qui va trouver aussi une forme au moment de l'adolescence à travers les premières relations amoureuses, ça va être fondamental et constitutif finalement de notre rapport à soi, de notre rapport à l'amour. Je pense absolument pas qu'il y ait une blessure originelle d'amour ou de manque d'amour ou de trop plein d'amour ou d'angoisse d'amour. Je pense que l'amour au contraire est une force absolue de joie, de vie, et toutes les blessures et les souffrances et les déchirements que l'on peut avoir au sujet de l'amour n'ont rien à voir avec l'amour. Alors justement, ça a été la deuxième question, mais de quel amour parle-t-on ? Parce que quand on parle aussi de blessure originelle d'amour, j'entendais aussi une blessure conditionnelle, où on sent qu'on n'est pas aimé de manière souvent inconditionnelle, y compris à la naissance, y compris peut-être même dans l'inconscient de nos parents, ou de notre transgénérationnel. Ils aimeraient avoir un amour universel, mais est-ce que nous sommes capables de ne pas être conditionnés dans ce qu'on déploie ? Pour cela, oui, on en est tout à fait capable, et c'est ce en quoi l'amour, pour moi, est au-delà de la souffrance. L'amour sans souffrance est un état. Alors, effectivement, ça pose la question de qu'est-ce que l'amour ? Je pense que l'amour est
a plein de facettes, a plein de formes, mais au-delà de ça, si on va intrinsèquement sur ce que peut être l'amour ou une définition universelle, je pense que déjà l'amour, c'est le lien le plus intime que l'on puisse avoir avec une personne avec qui on se sent bien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'amour, c'est aussi un état, et c'est là où cet état est absolu, un état qui nous transporte au-delà de nous-mêmes et au-delà de nos limites. Quels que soient les manques dont on a pu souffrir, même les manques d'amour dès la primo-enfance. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et ensuite, cet état nous amène à vivre une sorte de fusion, mais pas cette fusion avec l'autre, mais plutôt cette fusion avec nous-mêmes, qui est donc au-delà de tous les éléments de souffrance qui ont pu générer des angoisses et des blessures à travers les liens, et justement être constitutifs à travers ce manque d'amour, de perte de soi, et l'amour est au-delà de soi. Donc, et si dès l'enfance ou dès la tendre enfance, qui n'est pas forcément tendre, on a pu souffrir d'un manque d'amour ou durant toute notre enfance, et puis même au-delà, durant toute notre vie, en réalité, ce qui se joue à ce moment-là, c'est des relations humaines, c'est des problèmes de communication, c'est des problèmes de relation à soi. C'est des blessures, des stratégies de survie qui sont mises en place par peur de souffrir et qu'on va rejouer, qu'on va répéter à travers toutes les relations humaines et toutes les relations amoureuses, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est vrai que quand tu parles d'amour, tu parles beaucoup, toi, du lien, et tu l'as redit là à l'instant. Il y a quelque chose qui se joue véritablement de puissant dans le lien à l'autre. Je pense que ce qu'il y a de plus pur dans l'amour, c'est d'être un lien. Un lien d'abord avec soi. C'est le premier lien d'amour, en réalité. Et ce lien d'amour avec soi, on va l'explorer à travers l'autre, ce qui va être une deuxième forme de lien. Et l'autre, pas forcément sur le territoire amoureux, c'est l'autre, tous les autres. Et plus on va élargir la conscience de soi, plus on va percevoir que ces élans d'amour, ces liens d'amour, nous échappent, c'est-à-dire qu'ils vont au-delà même des personnes de notre premier cercle et qu'ils vont concerner tous les êtres humains, les enfants, les adultes qu'on ne connaît pas et qui vivent dans un autre pays. Et on va pouvoir ressentir un lien puissant d'amour. Et l'autre lien, qui est peut-être le lien ultime, le plus fort, c'est un lien profond avec la vie, avec la force de vie, parce que l'amour est aussi une force. C'est une force au sein de laquelle on va pouvoir puiser de la joie, mais aussi de la guérison, de l'espoir, et une dimension transcendante et absolue d'amour. Est-ce que toi, en rédigeant ce carnet, tu l'as fait aussi parce que tu as vécu des relations de couple souffrantes? Il est beaucoup question du couple, hein. On parle de l'amour universel, l'amour inconditionnel, mais dans cet ouvrage, il est aussi beaucoup question du couple. Je dirais presque les 2/3 du livre sont vraiment consacrés à ce lien à l'altère. Alors, un couple incarné ou un couple amoureux, on va dire... Ou un couple en rupture, ou un couple manqué. Et la relation amoureuse, en fait. Ouais. En fait, c'est le point de départ parce que c'est finalement le dénominateur commun. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple pour commencer un travail de recul et de réflexion personnelle. C'est beaucoup plus facile d'analyser concrètement ce qui se joue dans une relation à deux, à travers une relation amoureuse. Parce que on peut prendre conscience finalement des mécanismes de la pensée, des mécanismes émotionnels, du système réactif, et on peut commencer à s'analyser à partir de cette matière. C'est une matière vivante que l'on a devant soi. Et ensuite, tout le travail du livre, c'est d'amener vers cet état d'amour, cet état absolu, ce lien, cette force, à travers le lien à soi et le lien à la vie. Mais oui, effectivement, le point de départ, c'est le couple. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de couples sont en souffrance. Toi, tu avais toi-même vécu des couples souffrants, c'est ça qui t'a donné envie d'aller plus loin? J'ai vécu de longues relations.
ma plus longue relation est de 17 ans. Et donc, je suis un habitué des longues relations. Et effectivement, il y a eu de la souffrance, surtout au départ, parce que je comprenais pas, je jouais les relations amoureuses, entre guillemets, de façon pulsionnelle. Je ne réfléchissais pas. Pour moi, l'amour était quelque chose de l'ordre du désir, de la réaction, et donc je me laissais brûler, enflammer d'amour très facilement, et c'était cause de souffrance. Et puis travaillant sur moi, observant, et puis à travers tout ce long chemin de développement personnel et surtout spirituel qui est presque constitutif de mon adolescence, puisque j'ai commencé le yoga quand j'étais adolescent, et toutes ces lectures sont arrivées à moi et ces prises de conscience quand j'étais adolescent. Donc j'ai démarré ce travail à ce moment-là. Et très vite, donc, au début de mes relations amoureuses, j'ai perçu que autre chose se jouait, et c'est ce qui m'a intéressé. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui m'intéresse passionnément, parce qu'en réalité, je suis certain que tout se joue à ce niveau-là. Et beaucoup disent que l'amour sauvera le monde. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui renoncent à l'amour. C'est vrai que ça m'interpelle par rapport à une interview que j'ai faite il n'y a pas longtemps aussi dans Métamorphose avec Marianne Chaillan, qui est cette philosophe, et qui, elle, a vraiment cette vision du surgissement de l'amour qu'on n'attend pas, qui est vraiment cet élan aussi, qui naît du désir et d'une forme d'absolu comme ça, mais qui pour moi ressemble aussi à une forme d'amour un peu illusoire, de la passion, d'ailleurs elle le dit, alors que toi tu es dans une voie plutôt du milieu, d'un amour apaisé d'une certaine manière. Exactement. Qui se méfie quand même aussi de ce surgissement amoureux. Qu'il observe, qu'il n'en est pas dupe. L'idée n'est pas de renoncer à ce surgissement amoureux. C'est au contraire de se laisser complètement happer par cela et de le vivre, mais de le vivre en conscience, de comprendre ce qui se passe et de pouvoir le formuler à l'autre, parce que c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est de pouvoir communiquer avec l'autre sur ce sujet. Et moi, mon rêve, c'est que des couples s'emparent de ce livre, et j'ai d'ailleurs des retours de couples, et ça me touche infiniment, qui font le journal à deux, et qui répondent aux questions à deux, et ça leur permet de changer littéralement finalement leur posture, ils apprennent tout simplement à se déshabiller. D'une certaine façon, au sens propre et figuré. Oui, mais c'est vrai qu'on sait que dans le surgissement amoureux, on a beaucoup de zones aveugles. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on voit l'autre comme un être parfait avec lequel on a ce désir de fusionner. Et est-ce qu'on peut véritablement, même si on en a le désir, être complètement conscient, être dans quelque chose de conscient à ce moment-là? Je sais pas, c'est encore une interrogation pour moi. Ça pose la question de qu'est-ce que l'inconscience ou l'inconscient. Et moi, en tant que yogi, je crois, j'ai l'intuition que l'inconscient, c'est le corps. En tant que yogi, tu as dit. En tant que yogi, ouais. Parce que je dispense des cours de yoga, et quand je vois mes élèves, je vois très bien à quel point la conscience du corps est compliquée. Et toutes nos blessures, nos frustrations, nos crispations, nos limites viennent se loger quelque part dans le corps. Et le corps finit toujours par s'exprimer. Et parfois, jusqu'à exprimer des maladies, ou des attitudes, des comportements, des choses, du langage non verbal qui va s'exprimer à travers l'amour. Et donc, je crois que en développant cette conscience de soi, et qui peut passer d'abord par le corps, la conscience du corps, cela nous permet d'être plus conscients et donc d'être moins aveugles. Et la raison pour laquelle on est parfois aveugle dans l'emportement amoureux, la passion amoureuse, le désir de l'autre, c'est parce qu'on est aveugle à soi-même. Donc je crois vraiment sincèrement que oui, on peut devenir beaucoup plus conscient que nous le sommes, et je l'espère, et je pense que Métamorphose, et c'est peut-être la plus grande des métamorphoses. C'est vrai que ce désir infini, pour reprendre aussi des termes de Denis Marquet, que nous cherchons aussi à travers l'autre, à travers aussi des désirs finis, parfois amoureux, dans une forme peut-être de consommation, d'emportement aussi, et puis du corps, c'est-à-dire que le désir du corps, que parfois on ne maîtrise pas, le désir de la chair, qui nous précède. Merci de citer Aimer à l'infini de Denis Marquet, parce que j'ai aimé passionnément ce livre. Ah oui, j'imagine. Ouais. Combien il a dû faire écho chez toi. Ah ouais, il m'a vraiment touché. J'adore cet auteur. Et
Donc oui, mais ça aussi, c'est une expérience humaine qui est intéressante. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le vivre de façon complètement libre. Et je pense aussi que ce qui fait obstacle, justement, à l'épanouissement amoureux, de la lumière à travers soi dans la relation amoureuse et sexuelle, peut-être la plus grande des limites, c'est le fait de ne pas connaître de libération intérieure, d'avoir peur de ce qui se passe en soi, de ses désirs. Et c'est ce que j'ai essayé d'amener à faire vivre à travers ce livre, c'est la plus grande des libérations. D'ailleurs, tu parles de ces peurs, notamment, et on reviendra sur les blessures d'attachement liées à l'enfance, mais dans ce désir que nous avons, tu parles aussi du fantasme, en disant il y a quelque chose de merveilleux quand on fantasme sur l'autre, quand c'est le moment de la rencontre. Mais en fait, ce fantasme, il est une histoire de soi avec soi. Et que finalement, tout est faux dans le fantasme. Hein, je sais pas, je me souviens plus de la façon dont tu le formules exactement, mais il y a ça, tomber amoureux, c'est une ouverture profonde, mais qu'il y a aussi cette idée de fausseté du fantasme. Ouais, c'est ça. C'est un mirage, c'est une illusion, mais qui est intéressante à vivre. En tout cas, d'en avoir conscience, de prendre conscience que c'est juste une construction, une chimère que l'on dessine pour soi. Et puis ce qu'il y a de marrant ou de drôle, parfois de cynique, quand on est dans le fantasme dans une relation à deux, c'est qu'on part du principe que l'autre vit la même chose. Alors qu'en réalité, peut-être qu'il n'a pas du tout ce fantasme ou qu'il n'a pas du tout la même construction amoureuse. Et je ne parle même pas de fantasme sexuel. Oui, mais l'autre comme objet fantasmé, on va dire. Exactement, comme représentation idéale, d'une certaine façon, qui peut être tout simplement l'âme sœur, la flamme jumelle, le prince charmant, peu importe l'archétype, mais qui est juste une construction qui ne correspond absolument pas à la réalité. Et de toute façon, la vie va faire en sorte de balayer ce château de cartes. Tiens, d'ailleurs, tu crois à ces rencontres d'âmes sœurs, puisque tu en parles d'âmes jumelles, etc. Pourquoi ? On peut le ressentir. Je pense que c'est dangereux de le croire. Et je pense qu'on peut avoir d'abord parce qu'on peut avoir cette sensation d'avoir plusieurs âmes sœurs dans la vie, ce qui prouve alors laquelle est vraiment l'âme sœur. Alors peut-être qu'on a plein d'âmes sœurs. Mais je pense qu'il faut faire à partir du moment où on croit que c'est son âme sœur, faut faire très attention finalement à la relation qui peut devenir toxique à ce moment-là. On marche sur un fil en réalité. Ça peut nous enfermer, ça peut nous empêcher de voir une forme de réalité et ça peut nous faire souffrir. Donc plutôt que de penser finalement la relation amoureuse comme étant une relation d'âme à âme, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de ressentir la relation amoureuse de vie face à une autre vie. Et c'est beaucoup plus juste et beaucoup plus profond et moins fantasmé. Peut-être ce serait intéressant que tu précises un peu ce que tu veux dire quand tu dis pas d'âme à âme. Parce que, effectivement, il y a plusieurs étages quand on rencontre quelqu'un. Et quand tu dis de vie à vie, tu veux dire par rapport aussi à notre construction caractérielle, notre persona, notre personnalité. C'est de ça dont tu parles ? Exactement. Le passé, le présent, le futur, nos histoires, notre contexte, les relations précédentes, les désirs, l'absence de désir, tout ce qui anime l'être, finalement. Tout ce qui anime l'être en vie. Alors, quand je parle d'âme à âme, là où c'est dangereux, c'est parce que très souvent, il y a tout un langage spirituel, finalement, qui est intéressant, parce que finalement, il permet une exploration aussi de soi en profondeur. Le problème, c'est que ça peut être aussi une fuite. Et cette fuite peut nous faire souffrir, parce que, tout simplement, l'âme sœur n'est pas à la hauteur de l'âme que l'on pense être. Oui, peut-être que dans l'âme sœur, il y a une sorte de projection de comblement du manque. C'est ça, qui viendrait exactement. En fait régler ma nostalgie de l'ailleurs, de la fusion avec le divin, et qui viendrait combler ça. Ouais, comme dit Aruna Lipschitz, absolument, ouais, cette nostalgie de l'ailleurs. Et je pense ça peut être juste. La seule chose, c'est qu'il faut en avoir conscience pour pas que ça nous détruise, tout simplement. Alors dans ce livre, ce serait intéressant que tu m'expliques
peut-être dans notre passé, les choses sur lesquelles il est intéressant d'être en conscience. Alors, peut-être commencer par justement nos types d'attachements relationnels. Et puis ensuite, tu as dit aussi ce qu'on a déjà vécu. C'est-à-dire, donc je te pose un peu 2 questions en un, mais un peu j'ai un ami psychiatre qui parle du panthéon, en fait, de nos relations passées, et qui fait que ces relations-là vivent à l'intérieur de nous, sont toujours vivantes, et forcément vont aussi déterminer ce qu'on va vivre dans une nouvelle rencontre amoureuse. C'est intéressant, ce panthéon. Et je crois que ce panthéon, il est constitué de toutes les personnes qu'on a aimées amoureusement, qu'on ait été en couple ou pas avec elles, de toutes les blessures d'amour, mais bien au-delà de toutes les relations humaines qui ont compté pour soi. Et ça peut être les parents, ça peut être même ses propres enfants, c'est sa famille, son entourage, les premiers cercles qui s'élargissent, qui deviennent de plus en plus grands, plus on grandit. Et puis également, au moment de l'adolescence, on dit souvent que tout se joue au moment de l'enfance. On oublie de mentionner que tout se joue aussi et se rejoue, parce que l'adolescence est une renaissance, et qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer par la suite au niveau de sa propre vie au moment de l'adolescence. C'est vraiment ces 2-3 années qui sont absolument cruciales, et même si on peut se renaître au cours de sa vie plusieurs fois, l'adolescence est vraiment fondatrice de plein de choses, et notamment au niveau des relations amoureuses, et puis même du rapport à la sexualité. Et donc oui, c'est tout ce panthéon et ces relations humaines et amoureuses sont très très importantes et vont se rejouer malgré nous sans qu'on en ait conscience. Elles sont quelque part dans notre corps, dans notre cœur, et elles vont s'exprimer malgré soi dans la prochaine rencontre, c'est l'avenir, que ce soit le grand amour ou pas. Et de la même manière, les liens d'attachement... Peut-être juste avant de venir aux liens d'attachement, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le livre, et au début peut-être un peu surprenant, mais finalement après j'ai très bien compris où tu voulais en venir, et je trouve ça assez fascinant de faire ce travail, c'est de ranker en fait toutes ces relations qu'on a pu avoir, et puis ensuite de les noter, en disant, même de les surligner, en disant laquelle a été la plus souffrante, dans laquelle j'ai le sentiment qu'il y a eu le plus d'amour, celle qui m'a finalement apporté le plus de joie, et qu'on conscientise comme ça chaque relation. Alors c'est des relations amoureuses, mais aussi des relations d'amour, qui sont pas forcément incarnées dans un rapport amoureux éros, mais que tu proposes de faire. Ouais, absolument. C'est puissant, ça. C'est un vrai travail d'analyse qu'on a rarement l'occasion de faire. Oui. Parce que même en thérapie, par exemple, on va travailler sur une relation, celle qui va nous faire souffrir sur le moment, mais on a rarement l'occasion de dresser un panorama finalement de toutes les relations amoureuses pour voir aussi ce qui s'exprime de soi. Et ça peut être des mécaniques de répétition ou des blessures répétées, voilà. Et en fait, ce qui nous heurte très souvent quand on fait cela, c'est déjà un travail de la mémoire. C'est que très souvent, on a du mal à se rappeler de toutes ces relations. Que ce soit amicales ou amoureuses, des fois on oublie même les prénoms, ce qui est intéressant. Et donc il y a tout un travail de surgissement qui permet déjà de tisser un lien avec sa vie, ses profondeurs, sa mémoire, son corps et son inconscient. Et donc c'est pour ça que le livre commence aussi sur cela, parce que c'est une voie qui est tracée entre l'inconscient jusqu'à la conscience. Et très souvent, quand on parle de ces relations amoureuses, ce qui nous marque, c'est finalement la relation la plus longue. On va juger d'une relation amoureuse par rapport à sa longévité. Alors qu'il y a plein d'autres manières de percevoir une relation amoureuse. Ça peut être tout simplement la manière dont on s'est quitté. À partir du moment où, et peut-être que ce serait le marqueur le plus intéressant, le plus riche, à savoir quand on se quitte de façon noble, élégante, qu'on se dit les choses, qu'il n'y a pas de violence, et qu'on explique pour soi, même si la relation a été courte, peut-être que c'est la plus grande des relations, parce que c'est celle qui nous a permis finalement de se comprendre, d'être adulte, et finalement de continuer une forme d'amour au-delà même de l'état d'amour.
Et donc de lister, en fait, de faire la liste de toutes ces relations et de se poser la question où est-ce que j'ai été le plus heureux, où est-ce que j'ai souffert le plus, qu'est-ce qui m'a manqué là, où est-ce que c'était toxique, pourquoi est-ce que j'ai une mécanique de répétition un peu malgré moi qui vient se jouer de relation en relation, et pourquoi je renonce parfois aussi à la relation. Est-ce que j'ai été quitté de façon chronique ou inversement? Est-ce que j'ai tendance à quitter tout le monde? Est-ce que j'ai une tendance à fuir, à éviter? Voilà, tout ça est très intéressant et ça nous mène quelque part à la prise de conscience aussi de notre lien d'attachement qui se joue à travers toutes nos relations et très fortement dans nos relations amoureuses. On va venir à, j'ai pas oublié le lien d'attachement, mais ça me fait penser à cette idée que quand le surgissement de la rencontre amoureuse arrive, est-ce qu'il faudrait, plutôt que de se précipiter peut-être parfois dans une relation, faire ce pas de côté justement pour conscientiser tout ça? Mais je pense que... Et en même temps, ça peut être un peu tuer l'amour. On est d'accord? Je pense pas. Tu penses pas? Non. On voit ce qui reste, justement. Ouais, et si ça retombe, c'est que je passe mon chemin, c'était pas forcément... Exactement. Ouais. Non, c'est jamais un tue-l'amour, au contraire. Je pense que la promesse de l'évolution humaine, ce qui est promis à l'être humain de vivre, c'est cet amour sans souffrance qui serait l'extase. C'est un mot très important pour moi, un peu désuet, mais cette promesse d'extase à travers les relations amoureuses et à travers tout type de relations est pour moi l'avenir de l'homme, et enfin de l'être humain. Et je crois que le fait de conscientiser ça, justement, c'est la conscience de tout ce qui se joue en soi, c'est la source de l'extase. Donc je pense pas que ça retombe comme un soufflet. En revanche, ce qu'il y a d'intéressant, c'est avant de formuler un engagement, une relation, de mettre peut-être même de dire je t'aime, c'est de faire un certain nombre de rendez-vous, de rencontres. Quand je dis rendez-vous... Tu parles des 7. Ouais. Les 7 rencontres, d'ailleurs. Ouais. Se voir 7 fois. Se voir 7 fois. Alors, se voir 7 fois, c'est pas forcément prendre un café 7 fois. Ça peut être beaucoup plus. Ça peut même avoir des relations sexuelles au bout de la première. Peu importe. Ça peut être 7 fois 7 mois de vacances. C'est ça, exactement. C'est vraiment... Il y a une liberté pour chacun. Mais... cette rencontre, en fait, on va dire. Hein. Et c'est exactement ça. Comment je suis arrivé à 7 ? C'est parce que j'ai posé la question à plein de gens. À partir de quand vous saviez ? Et des psys m'ont répondu, en général, déjà, c'est plutôt ces 5 rencontres. Et puis, en questionnant les gens, je me suis aperçu qu'en fait, c'était plutôt 7. Et donc, j'ai commencé à faire le test sur moi. Et effectivement, 7 semble être le bon chiffre où, après 7 rencontres, on peut commencer à être en relation, à formuler le fait d'être en relation. En fait, au bout de 7, on sait s'il y a toujours quelque chose qui est là, ou si finalement c'est à ce moment-là où on a conscientisé, c'est un peu retombé. C'est exactement ça. C'est exactement ça. S'il n'y a pas eu de chute, c'est qu'on peut commencer à s'engager, à aller plus loin et continuer ce chemin d'exploration de territoire de la relation à deux. Tu dis, il peut y avoir eu des relations sexuelles. Est-ce que les relations sexuelles, l'intimité, on va dire comme ça, ne peut pas aussi fausser les choses dès le départ? Parce que dès qu'on mélange les corps, ça peut être aussi plus complexe. On ne sait plus, en fait, peut-être où est le désir, parfois. L'intimité qui se joue à ce moment-là est forcément force du désir. Et ça rejoint, en fait... tes questions précédentes par rapport à la conscience, le fait d'être aveugle finalement, ou d'être un peu finalement pris par une sorte de passion des corps et du plaisir. La question est-ce qu'il n'y a que ça qui se joue ? Parce que s'il n'y a que cette passion des corps, effectivement, on est sur une autre typologie de relation. On n'est plus vraiment dans la relation amoureuse ou dans la relation d'amour. Mais c'est un type de relation qui est tout aussi noble, enfin qui est vraiment intéressante parce que ça peut être une source de prise de conscience et de libération de soi. Donc, j'ai aucun jugement moral à porter contre cela. Mais c'est une autre
c'est un autre type de relation. Puisque tu parlais d'extase, avec ce mot extraordinaire, déjà même en soi, quand on dit ce mot extase, on voit en fait tout ce panthéon d'amour, de vibration qu'il suggère en fait à l'intérieur de nous. Déjà, rien que poser ce mot-là. Qu'est-ce que tu y mets, toi, derrière l'extase dans la relation amoureuse? Et j'ai pas dit le mot fantasme, hein? Non, c'est pas l'extase, déjà, n'est pas la jouissance. Moi, je reviens toujours aux étymologies des mots qui sont un peu insaisissables ou un peu abstraits pour plein de gens. Et l'étymologie d'extase vient d'extasie. Donc c'est marrant d'ailleurs qu'une drogue ait repris ce nom-là, qui de façon chimique va faire vivre un extase temporaire, mais qui n'est pas l'extase. L'extase, de façon étymologique, signifie être transporté en dehors de soi. Et c'est un état qui est accessible à l'être humain et qui est accessible au moment d'une paix intérieure profonde et d'une conscience de soi très très forte et d'une sensation consciente de ce point dans le cœur qui surgit, qui s'ouvre, qui s'élargit en soi, qui nous dépasse et qui transcende finalement tout ce que l'on croit être et que nous ne sommes pas, que nous ne sommes qu'en partie, de façon limitée, de façon diminuée. Et ça augmente cette sensation de vie en soi. Moi, j'ai ressenti mon premier extase lors de mon tout premier cours de yoga quand j'étais adolescent. Je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé. Et j'étais... j'ai commencé le yoga à la suite d'un accident et ça m'a littéralement sauvé la vie, le yoga, et j'étais ado. Et je ne savais pas, à l'époque, personne ne faisait du yoga. C'était pas du tout à la mode, pas du tout branché, pas du tout yoga d'aujourd'hui. Et je me souviens, au bout de 30 minutes, d'être allongé en savasana et de percevoir dans mon cœur ce point dans le cœur qui s'est mis à m'illuminer et à s'élargir en moi. Et c'était tellement fort, tellement puissant, qu'après, j'ai cherché à comprendre ce qui favorisait l'émergence de ça. Et on peut même devenir accro à ça pour certaines personnes, dans la spiritualité par exemple. Je cherche cet état de flow par tous les moyens. Il peut y avoir peut-être cette quête-là du high quelque part. Ouais, alors c'est sûr que c'est un high, mais moi ce que j'ai appris à faire en fait, c'est essayer de le vivre à toute petite dose. Du micro-dosing d'extase de façon quotidienne. Dit comme ça, c'est pas mal. Pour ne pas justement connaître ces pics. Et parce que derrière le pic, il y a une redescente qui fait mal. Et parce que il y a un moment donné, on est repris par un quotidien de la vie, par des contingences, par des obligations, des injonctions, par le travail, par des choses qui nous ennuient ou des choses qu'on n'a pas envie de faire, par, on va dire, une vie administrative de gestion qui peut nous heurter, nous faire mal, nous limiter. Et donc, du coup, on retombe et effectivement, il peut y avoir une quête comme ça, perpétuelle de ça. Donc, j'aime autant et je le fais chaque soir et chaque matin. Un petit micro-dosing d'extase. Et là, ça a à voir avec l'amour de toi, l'amour avec peut-être le divin. C'est pas forcément du coup en lien avec un lien amoureux, là, ce que tu es en train de décrire. Un lien amoureux avec soi-même, en fait. Non, mais imagine de vivre l'extase à deux. C'est ça, brûler d'amour, je crois. C'est absolument dingue. C'est absolument dingue. C'est majestueux. C'est quelque chose d'absolument immense où on touche l'ineffable. On peut le vivre ça sur la durée ou faut-il même pas y penser? Parce que forcément, c'est un peu comme le micro-dosing dont tu parlais. Quand on a cette extase amoureuse avec l'autre, on a envie que ça dure toujours. Et donc, c'est là où le fameux toujours pour toujours s'invite dans la relation amoureuse. C'est là où on doit prendre conscience quelque part on doit garder à l'esprit que nous sommes des êtres avec une temporalité, que nous sommes des êtres vivants et que tout se reconstruit, se rejoue à chaque jour, à chaque instant.
où d'autres désirs peuvent s'étouffer, on ne sait pas pourquoi. D'autres vont naître, on ne sait pas pourquoi. Et nous sommes transportés, véhiculés comme cela, de désir en désir, de vie en vie. Et cela peut amener tout simplement à une forme de séparation, de chemins différents qui seront pris par les deux êtres, et donc avoir d'une certaine façon une chute d'extase. Mais la beauté de cela, à partir du moment où on a goûté à cela, c'est que c'est qu'on en a conscience, et donc on peut se séparer en conscience. Je t'ai aimé, je t'aime encore, mais nos chemins sont différents et on se sépare. Et c'est l'antidote absolument magique au chagrin d'amour qui tue. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette idée de « je t'ai aimé, je t'aime encore ». C'est quelque chose que je dis souvent à mes enfants, que l'amour ne passe pas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se sépare que d'un seul coup, il y a un truc qui s'est coupé et que je t'aimais, je ne t'aime plus, paf, paf, comme si c'était on-off. Ça se passe pas comme ça au niveau intérieur. C'est ça, parce que l'amour est un état. Et cet état est profond. Et que cet état n'est pas conditionné. On peut l'oublier, mais il est toujours là. Il est toujours là, présent en nous, et il faut juste en avoir conscience. On rejoint le travail de conscience, de libération de soi et de guérison de qui nous sommes, de notre histoire. Alors, puisqu'on parle de guérison, en revenant sur ces fameuses blessures d'attachement et notre type d'attachement relationnel, parce que j'avais dit qu'on en reparlerait. Effectivement, dans le couple, ça peut être intéressant de conscientiser quel type d'attachement relationnel. J'ai fait beaucoup d'émissions sur ces sujets-là avec Marion Blic, avec Gwenaëlle Perciot et bien d'autres. Est-ce que je suis plutôt un anxieux, un chaotique, etc. Est-ce que ça dit beaucoup de nous, ça, dans nos liens aux autres ? Oui, et oui, tout le temps. C'est à l'œuvre dans notre travail, dans notre rapport aux parents, dans le rapport aux enfants et dans le rapport amoureux. Alors c'est beaucoup plus fort dans le rapport amoureux parce que la relation amoureuse est un lien intime où le désir est augmenté, où la force de ce lien est augmentée, et donc ce lien d'attachement va se jouer de façon beaucoup plus puissante et parfois dévastatrice. Alors l'objectif, c'est de vivre non pas une relation d'amour sans attachement. Moi, j'y crois absolument pas, parce que c'est tout à fait normal de s'attacher à partir du moment où il y a un lien. Ce serait difficile de dire je suis pas attaché à mes parents ou à mes enfants. Enfin, ça n'a pas de sens. Je pense que l'objectif n'est pas de vivre un renoncement à l'attachement ou de chercher cela, mais plutôt de vivre l'attachement de façon tranquille, apaisée, en paix, vivre une sérénité par rapport à ça, en comprenant sa mécanique. Moi, par exemple, je suis de type anxieux évitant. C'est-à-dire que si la personne est un peu distante, je vais avoir tendance à avoir des réactions de type dépendance affective. Et inversement, si la personne est un peu envahissante ou hyper présente, hyper démonstrative, je vais pas tout à fait tout comprendre et je vais tendance à mettre une protection, un bouclier par rapport à mes propres émotions. Voilà, j'ai redéfini un questionnaire autour de cela pour essayer de cerner, d'identifier la mécanique à l'œuvre dans nos relations, notamment amoureuses, et pour nous et à partir du moment où on en a conscience, cela ne signifie pas qu'on n'a plus d'attachement, mais cela signifie qu'on aime mieux. Il y a moins d'emprise, il y a moins d'entrave et il y a moins de toxicité. Comment tu as fait, toi, justement, dans tes relations, une fois que tu as conscientisé ça, concrètement ? Je le formule. Tu le formules ? Ouais, je le dis. Par exemple, tu dis, voilà, j'ai ce type-là d'attachement. Exactement. Et donc, dans notre relation, je me sens un peu en anxiété, parce que je pourrais tomber dans une forme de dépendance, et du coup, je vais fuir, etc. Exactement. Et j'explique aussi pourquoi j'ai développé ce type de lien d'attachement, d'où ça vient dans mon histoire. Et je pense que à partir du moment où on se le formule, où on se découvre, où on enlève nos écorces, ça augmente aussi la relation, ça augmente la vie dans la relation, ça augmente le lien d'amour.
Et tu as pu observer des réactions de personnes qui avaient cette conscience-là en face de toi. Tu te rends compte que peut-être tu es plus attiré aussi par une personne qui va avoir ce niveau de conscience-là ou pas forcément. Et ça peut être surprenant aussi pour l'autre en face. Si ça met mal à l'aise la personne, parce qu'elle n'est pas prête, parce qu'elle n'a pas envie, parce que elle comprend pas, ou ça peut être aussi tout simplement le signe que la relation n'est pas vouée à continuer ou à s'inscrire dans la durée, tout simplement. Donc c'est important d'être soi et de ne pas avoir peur de pouvoir exprimer, de mettre des mots sur son histoire, sur qui nous sommes. Si on le fait pas avec l'être envers qui on a un désir, avec qui on le fait. C'est ça. Alors, où est-ce que j'en suis, moi, dans mes questions ? Parce qu'on s'est tellement embarqué dans des choses absolument passionnantes que j'en ai perdu complètement le fil et je voudrais pas passer à côté de choses importantes. On a parlé de la rupture. Est-ce que tu as envie de revenir dessus ? Parce que c'est quelque chose dont tu parles beaucoup aussi dans ce livre. La façon, et tu viens à nouveau d'en parler, mais la façon dont on s'est quitté, la façon dont on se quitte. Est-ce qu'on met de la souffrance ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore très conditionné dans une société où rupture égale haine, colère, blessure, on va se faire du mal. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a cette vision-là ? On pourrait très bien dire, ok, on a cheminé ensemble et puis maintenant cette étape est terminée. Il y a quelque chose de souffrant à l'intérieur de nous qui nous fait certainement écho à nos blessures d'enfance, à nouveau, un rejet, à l'abandon. On parlait hors antenne de Lise Bourbeau, mais qui fait écho à toutes ces blessures-là. Oui, tout à fait. Et il y a aussi la violence, la revanche, le fait de ne pas pouvoir tourner la page et de... Je vais te faire payer. Ouais. C'est ça. Ou l'argent rentre en compte, les enfants, il y a tout un tas de choses parfois qui sont impliquées là-dedans. Et qu'on va parfois utiliser contre l'autre, juste simplement pour lui faire du mal. Je pense il y a Tina Turner qui me vient à l'esprit. Je peux en parler ? Ah oui, bien sûr, au contraire. Ouais, parce que tu... Dans sa relation avec son précédent mari, Ike, où justement il y avait des enfants en jeu, il y avait un nom en jeu, il y avait un patrimoine en jeu, et où finalement elle a fui une relation avec un diable qui faisait souffrir tout le monde, qui la cognait, qui la cognait même en lui disant que c'était pour son bien, pour qu'elle chante mieux. Et elle est parvenue à lui pardonner. Elle est parvenue à être en paix vis-à-vis de lui et à comprendre qu'il agissait ainsi parce qu'il avait souffert lui-même et qu'il avait des blessures qu'il transportait dans ses bagages, dans ses valises, et il n'en avait pas conscience. C'était un diable inconscient. Et le fait d'être parvenu à cet état de paix lui a permis avec force, avec détermination, à finalement tourner la page et à se reconquérir, et à reconquérir la vie, et à reconquérir un nouveau territoire. Et ça lui a donné une force incroyable. Elle avait quel âge quand elle a fait cette reconquête ? Je ne sais plus quel âge elle avait, mais je crois qu'elle avait à peine 40 ans. Et elle est revenue sur le devant de la scène, elle avait 50 ans, au début des années 80. Enfin, c'est juste dingue. Et elle est décédée récemment à 83 ans. Et ce qui lui a donné cette force et cette énergie était la spiritualité et la méditation, le bouddhisme notamment. Et tout le monde s'interroge aujourd'hui de savoir, mais c'est quoi cette magie, cette force, cette flamme, cette lumière qui était sur scène quand moi j'ai eu l'occasion d'amener... Tu avais un projet avec elle, hein ? Et j'avais un projet avec elle. Depuis 2 ans. J'ai publié son livre Le bonheur est en vous, mon chemin spirituel, dans la collection Aventures secrètes, la célèbre collection de spiritualité. Et on avait un projet, et elle refuse, ce qui était juste dingue pour moi, parce que et je suis très ému d'en parler, parce qu'elle refusait toute interview. Tout le monde pensait qu'elle avait renoncé aux apparitions publiques, à la scène, à la médiatisation, et personne ne sait à quel point elle était embarquée dans cette responsabilité qu'elle avait de diffuser finalement
la raison de sa résilience que personne ne comprend ou ne connaît, à savoir la spiritualité. Comprendre que ce qui lui a permis de survivre, c'était un rapport à la spiritualité très très fort et quotidien. Et elle a créé une fondation Beyond pour diffuser la méditation, notamment auprès des enfants. Et on avait ce projet au Grand Rex le 4 juillet de conférences avec Tina, qui aurait été sa seule apparition publique, mais dans un but de faire une conférence spirituelle et entourée de tous ses amis, Cher, Oprah, c'était juste dingue. Et le 4 juillet, la raison de la date du 4 juillet, c'est parce que moi au départ je pensais que c'était la déclaration d'indépendance américaine. Américaine, oui, on pense à ça forcément, 4th of July. Et en réalité, c'est le jour où elle a fui son ex-mari Ike. C'était son indépendance à elle. Elle est partie avec... il l'a cogné et c'était la fois trop. Elle est partie ce jour-là, elle a fui sans ses enfants qu'elle a récupérés ensuite. Et c'est une marque, une date qui a marqué son histoire et qui était très important pour elle. Et par exemple, tous les 4 juillet, elle lavait le sol, sa maison, partout. Elle astiquait elle-même comme un travail à la fois de souvenir et en même temps de guérison intérieure permanente. C'était une date anniversaire très importante pour elle, de reconquête. Et c'était quelque chose d'absolument très très fort, sa vie, et j'espère aujourd'hui son histoire illumine plein de gens, fait vibrer plein de gens, et j'espère qu'elle est devenue un archétype finalement de la résilience. Merci d'en parler avec ces mots si vibrants, et puis à travers ça aussi de lui rendre hommage, peut-être la façon dont c'est pas fait dans les médias conventionnels. Cette incarnation de l'amour et de la spiritualité, comme tu viens d'en parler. Et on sent aussi tout l'amour que tu as pour elle. J'imagine que dans le travail que tu fais dans le cahier, elle fait partie aussi de ton panthéon des personnes qui comptent pour toi. Ouais. Et j'ai son assistante personnelle lors de son décès qui m'a écrit un petit message pour me dire, parce que tu parles d'amour, que Tina était très reconnaissante pour tout le travail que j'avais accompli, que j'avais fait, et de porter au plus haut l'amour et son amour. Ben voilà, elle est certainement présente avec nous aujourd'hui pour passer ce message à travers votre amitié et puis à travers toi. Merci pour ça, c'est très touchant, Jérôme. Ouais. Et ça me fait penser à ces personnes aussi, qui parfois nous paraissent inatteignables parce qu'il y a cette célébrité. Et pourtant, ils nous touchent, on les aime, et pas pour leur célébrité, mais parce qu'ils ont dégagé, c'est certainement aussi parce qu'ils ont dégagé ça qu'ils sont devenus célèbres, parce qu'il y a cet amour. J'ai interviewé il n'y a pas longtemps, comme tu le sais, Lara Fabian, avec Issa Padovani, et je sentais la même chose aussi chez Lara, tu vois. Je comprends tout à fait. Jérôme est très ému et sans voix maintenant, un peu, ouais. Et moi, j'aurais bien aimé interviewer aussi Tina. Et à l'époque, je t'avais fait la demande parce qu'elle vivait, tout le monde le sait maintenant, en Suisse, proche de Zurich et au bord du lac. Et on parle beaucoup d'elle, évidemment, en ce moment en Suisse. Et elle ne donnait plus d'interviews. Elle avait peur des interviews. Ouais. Et elle avait le sentiment qu'on allait lui répéter les mêmes questions qu'on lui avait déjà posées 1000 fois. Et c'est une fermeture qui est compréhensible, même si elle est dommage. En tout cas, une pensée évidemment pour Tina, et certainement un moment de prière aussi. Peut-être on passera un petit extrait de son livre, ou peut-être un passage choisi qu'on pourra publier, ou une de ses chansons pour associer à cette interview avec toi. Comme si ton livre était aussi une forme d'hommage à elle pour cette amitié peut-être brûlante aussi entre vous. Comment tu l'avais rencontrée d'ailleurs ? C'était à ta demande ? C'est à l'occasion de la publication du livre, tout simplement, où je lui ai écrit une lettre pour lui expliquer tout ce qu'elle représentait pour moi, pour ma famille, pour ma maman, qui s'est également libérée d'une relation avec mon père, où Tina a joué un rôle de modèle, quelque part, d'archétype. Et puis, je lui ai...
En fait, c'est ma manière de fonctionner quand j'écris des lettres comme cela, manuscrites aux gens. Et à ma grande surprise, j'ai eu une réponse. Je crois qu'il t'est arrivé aussi la même chose avec Mylène Farmer, par exemple. Tout à fait, ouais, exactement. C'est exactement le même parcours avec Mylène, où, pour Aventure Secrète, également cette collection de livres spirituels, où c'était les 60 ans de la collection. Et pour célébrer la collection, les éditions J'ai lu m'ont demandé, puisque je suis éditeur chez J'ai lu, m'ont demandé de célébrer cela. Et donc, on a décidé de faire des collectors de 10 livres emblématiques. Et je cherchais l'artiste qui pourrait porter cela, s'emparer de la collection et qui représentait à travers sa sensibilité la collection. Et j'ai pensé à Mylène, que j'adore, et je lui ai écrit une lettre en lui faisant part de mon intuition. Et 2 semaines après, j'avais une réponse, et où elle me disait qu'elle avait 50 livres d'aventures secrètes chez elle, et qu'elle est née la même année qu'Aventures secrètes. Et donc, les deux, elles ont 61 ans. Ouais. Et donc, c'était une rencontre absolument magique, incroyable, et j'ai eu le plaisir de travailler pendant 1 an ainsi avec Mylène. Qui est en tournée en ce moment. Absolument, un peu partout. C'est ça. Voilà, un flambeau et une femme aussi, un peu comme Tina Turner, puissante et rayonnante et d'amour, qui incarne vraiment ça. Les deux, quand elles apparaissent sur scène, les gens sont en transe d'amour, vivent un extase d'amour, de joie d'amour. C'est de l'amour, de l'amour, de l'amour. Puisqu'on parle d'amour, j'ai envie aussi de faire peut-être un passage à travers l'amour platonique, puisque ça peut être aussi une forme d'amour platonique que tu as eu pour ces femmes-là, Tina Turner. C'est des amours platoniques ou des amours universels comme ça, qui ne sont pas incarnés dans des couples ou dans un éros, mais qui sont des amours extrêmement puissants. On parle beaucoup de polyamour en ce moment. Comment tu vois les choses dans ces danses amoureuses qu'on peut avoir, peut-être parfois avec plusieurs personnes, et de se poser ces questions de quel ordre sont ces amours-là? Comme je le disais au début de notre rencontre, l'amour est un état et un lien et une force. Et à partir du moment où on commence en conscience à réunir cela, on s'aperçoit que l'on peut vivre cet état d'amour avec tout le monde. Même les gens qu'on ne connaît pas. Et même si on n'a pas de lien physique, charnel, ou même de rencontre à proprement parler. Et aujourd'hui, une source de plaisir pour moi, c'est de vivre cet amour avec toi, de vivre cet amour avec tous les gens qui nous entourent, et de le vivre en permanence d'une certaine façon. Ça dépasse la personnalité des gens. C'est de la rencontre d'amour. C'est des chocs d'amour. C'est une culture d'amour. Et à travers le polyamour, c'est aussi peut-être une forme d'expression de cela. Alors ça prend en général une forme sexuelle ou amoureuse, et c'est très bien que certaines personnes explorent cela si elles en ressentent le besoin. Je trouve ça absolument super. Mais peut-être que la seule limite serait de se poser une identité enfermante par rapport à cela. C'est-à-dire d'exprimer quelque chose de soi, et c'est très bien qu'on l'exprime, mais que l'on s'enferme dedans et que ça nous limite finalement, et que ça limite cet état d'amour à une carte de visite. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Je rebondis en pensant à l'interview que j'ai faite de Stéphanie Briand, qui a écrit un livre sur l'amour, et qui disait que finalement, quand notre cœur est pris et qu'il bat vraiment fort pour quelqu'un dans cet élan amoureux presque extatique, il n'y a pas véritablement de place en fait pour d'autres. Et pour donc le polyamour et cette étiquette. Ça dépend de la nature de chacun. Mais en tout cas, je pense qu'en amour, il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a que des expériences et des territoires qui se recomposent à découvrir en permanence de relation en relation. Chaque rencontre est un nouveau territoire. Intéressant. Est-ce qu'on arrive à la fin de cet épisode? On a un peu parlé de sexualité, mais finalement pas tant que ça. Comment est-ce que justement l'amour s'incarne évidemment à travers la sexualité et l'éros et ce désir, ça on en a parlé,
Mais les questions que tu invites à se poser, en fait, dans le cahier au sujet de la sexualité, est-ce que vous êtes à l'aise avec votre sexualité? Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Quelles sont les blessures aussi liées à là? Ça reste encore très tabou. Alors, on arrive à la fin, c'est un peu embêtant de le traiter vite fait, mais on va prendre un peu de temps quand même. D'accord. Si ça te va. Je pense que la sexualité est super importante à un niveau profond, dans la mesure où elle invite, consciemment ou inconsciemment, une libération de soi. Et c'est ça qui se joue dans le rapport à l'autre, c'est que finalement, on peut toujours trouver des substituts pour continuer à se cacher, à pas se montrer. Et je parle pas que physiquement, hein, je parle dans nos désirs, dans qui nous sommes, dans notre personnalité, dans nos sources de plaisir. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est justement de pouvoir être avec l'autre et d'inventer une nouvelle sexualité. Ce que je trouve intéressant d'analyser, c'est que en amour, dans les relations amoureuses, il y a beaucoup de codes sociaux. On va répéter les relations amoureuses que l'on voit, que l'on idéalise, celles fantasmées, celles qu'on a reçues de ses parents ou celles en opposition à ses parents, à ce qui nous entoure. Et en sexualité, c'est encore plus vrai. Les codes en sexualité sont absolument dingues. On est enfermé aujourd'hui, on se définit. Enfin, là encore, on en a des cartes de visite. C'est tout juste, c'est pas une idéologie. Il y a toute une imagerie qu'on va adopter, des fantasmes hyper codés, des rôles. Et encore plus aussi dans les nouvelles générations où la pornographie est devenue tellement accessible. Énormément. On va identifier notre corps et notre relation à l'autre à travers des images que l'on voit sur des sites porno. Et qui sont extrêmement limitants et qui sont aussi portés par une idéologie. La première, c'est elle est commerciale. Et je trouve c'est absolument dingue. Et ce moment de découverte et de création avec l'autre, qu'est la sexualité, finalement, va devenir une espèce de code social où finalement la démonstration, la performance, la représentation et l'image de soi vont compter beaucoup plus. Et ce qui est, je pense, très limitant par rapport à la promesse qui est faite d'intimité et d'extase. De vulnérabilité aussi, peut-être, à travers l'intimité. Mais ouais, parce que se découvrir... ce qui est intéressant dans la découverte et dans le fait de se libérer, c'est de présenter les parties obscures de soi, les parties vulnérables, là où on a mal, les fragilités, de pouvoir les exprimer, les dire, les montrer. Et ça peut être transformé, ces zones, je parle en matière d'esprit, peuvent même devenir des zones érogènes d'une certaine façon, parce qu'on va les explorer et elles vont se dénouer, elles vont se libérer. Et la sexualité est quelque chose... Enfin, à travers le journal, j'essaie vraiment de poser des questions précises pour justement provoquer un choc de conscience par rapport à ça. Alexandre Lacroix, le philosophe, parle même d'apprendre à faire l'amour. Est-ce que pour toi, il y aurait vraiment un apprentissage qu'on peut trouver à travers des voies tantriques, par exemple ? Non pas un apprentissage mécanique type Kama Sutra, mais un apprentissage de la conscience que l'on met dans la sexualité. Oui, tout à fait. C'est effectivement la sexualité est énergétique, thérapeutique et créatrice finalement de l'être humain. Et effectivement, c'est un territoire absolument dingue qui nous est offert. Et il ne faut pas l'abîmer. Il ne faut pas le polluer. D'ailleurs, dans le cahier, pour finir là-dessus, tu donnes un peu des nuages de mots qu'on pourra entourer ou surligner dans notre rapport à la sexualité. Tu peux donner quelques exemples, voilà, en disant est-ce que vous vous retrouvez plutôt dans quoi vous vous retrouvez, dans quels mots en fait vous vous retrouvez. Oui, parce que c'est très difficile d'avoir du recul et d'analyser son rapport à la sexualité. Donc c'est peut-être l'un des passages où j'ai cherché à prendre le plus possible le lecteur par la main et de l'aider à conscientiser. Et à travers un nuage de mots comme la joie, la peur, l'angoisse, le dégoût, la soumission, la domination, la souffrance, enfin, il y a la performance. La performance, il y a des dizaines et des dizaines, la valorisation, il y a des dizaines
de mots, enfin, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a vraiment beaucoup, justement pour identifier tout ce qui se joue dans son rapport au sexe à travers ce dont on a conscience. Le rapport au sexe et le rapport aussi à son propre corps. Comment je me sens avec mon corps, quelle est la vision que j'ai de mon corps, etc. Mais c'est ça qui est intéressant dans la sexualité, c'est que quand on l'analyse, on s'analyse soi. On analyse notre histoire, notre construction, le rapport au corps, aux parties de notre corps, les parties de notre esprit. Et tout ça est à l'œuvre dans la sexualité, dans l'intimité avec l'autre. Et l'autre, face à nous, va pouvoir jouer la même chose d'une certaine façon. Alors jouer la même chose, soit se représenter, être enfermé dans ses codes, ou au contraire vivre une conscientisation, une libération. Allez, on arrive à la fin de cette émission cette fois-ci, Jérôme, et j'ai envie de te poser l'ultime question qui ponctue ce carnet intime, où tu demandes aux gens qui vont le faire quel est votre souhait ultime maintenant et pour le reste de votre vie. J'ai envie de te la retourner, cette question, Jérôme. L'arroseur arrosé. Mon souhait le plus ultime, c'est de créer, d'être une sorte d'Andy Warhol de la spiritualité et de pouvoir explorer toutes les parties de moi qui restent à être découvertes. Je crois que tu l'es d'ailleurs. Tu dis j'aimerais, mais je crois que tu es cette sorte de Andy Warhol de la spiritualité déjà. Merci infiniment, Jérôme Oliveira. Ton nouvel ouvrage Burning Love vient de paraître aux éditions Erol. On peut te retrouver évidemment sur tous tes réseaux sociaux pour suivre ton actualité, que ce soit sur Facebook, Instagram, etc. On peut aussi réécouter notre précédente émission Brûlant d'amour, dont j'ai donné le numéro tout à l'heure, je crois que c'était le 201. Et puis surtout découvrir ce cahier. Et puis moi, tiens voilà, je prends une espèce de décision, je vais le faire et je m'engage à le faire jusqu'au bout. D'ici la fin de l'été, voilà, essayer de faire cette introspection, pas simplement comme je l'ai fait en préparant l'interview, en picorant, mais vraiment de rentrer dedans. Et puis peut-être on fera un débriefing et de voir ce que ça a donné sur moi et ce que ça m'a fait. Merci en tout cas, Jérôme, d'être venu. Merci aussi d'avoir partagé cette intimité, cette connexion que tu as avec ces deux femmes dont tu as parlé, en particulier Tina Turner, à laquelle on pense puisque elle vient de nous quitter il y a peu de temps, et puis ton lien aussi à Mylène Farmer. Merci beaucoup. Merci Anne, merci de ton amitié et merci à Métamorphose qui compte tellement pour moi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.